Bonsoir à tous, nouvelle édition spéciale sur i24 News consacrée à cette vague de terreur qui ne prend pas le chemin de l'accalmie ce soir puisqu'il y a moins d'une heure, nouvel attentat qui s'est produit cette fois dans la région du Nord, plus exactement à Gan Shmuel sur l'autoroute numéro 65 où une voiture bélier conduite par un arabe israélien a renversé un groupe de personnes. Ensuite, ce même conducteur est sorti de la voiture et a poignardé 4 personnes, 4 blessés dont un dans un état grave. On va y revenir plus en détail dans un instant, tout comme on va revenir évidemment sur cette situation sécuritaire très tendue, que ce soit à Gaza, encore aujourd'hui du côté de Jérusalem, car tout avait commencé ce matin par un attentat d'un nouveau genre évité de justesse. Le récit de Léa Volbert. Cette voiture piégée partait pour Jérusalem. À bord, une jeune femme de 31 ans, palestinienne, originaire de Jéricho. Alors qu'elle circule sur la voie réservée aux bus, la police israélienne l'arrête, procède à un contrôle avant qu'elle ne fasse exploser la voiture. Selon la porte-parole de la police israélienne, la jeune femme aurait crié Allah Akbar avant de déclencher l'explosion. Grièvement blessée, elle est transportée dans un hôpital. Autour d'elle, un policier est légèrement touché. Il y a plein de choses auxquelles on peut s'attendre, mais quand ça vous arrive, ça arrive comme un boom. Je suis descendu de ma voiture. Par chance, j'avais un gilet pare-balles. Et je lui ai dit « Madame, vous êtes en infraction ». Elle m'a tout de suite semblé suspecte, très nerveuse. Une enquête est actuellement en cours. La conductrice a été fouillée sur place à la recherche d'une éventuelle ceinture d'explosifs. De ce que nous savons de l'enquête, c'est une attaque qui devait avoir lieu à Jérusalem. Mais compte tenu du très haut niveau de sécurité mis en place en ce moment à l'intérieur et en bordure de Jérusalem, la terroriste a été empêchée d'agir. Parallèlement, la bande de Gaza est secouée par de violents affrontements. Ce dimanche matin, l'armée israélienne a mené un raid en représailles à 2 tirs de roquettes. Si l'armée affirme avoir ciblé 2 ateliers de fabrication d'armes du Hamas, ce sont pourtant 2 civils qui ont été tués. Nour Hassan, 30 ans, enceinte, et sa fille de 2 ans, Rafa. Depuis le début de la vague de violence, 23 Palestiniens et 4 Israéliens ont été tués. Aujourd'hui encore, des groupes de jeunes Palestiniens continuent de défier l'armée israélienne à la frontière de la bande de Gaza. Chaque jour, l'espoir d'une issue au conflit semble s'éloigner un peu plus. Le vrai problème, c'est qu'on ne voit pas de solution. Il n'y a pas d'espoir. Et s'il y en a un, c'est pour une semaine seulement. Ça part et ça revient. Aucune solution ni pour l'un ni pour l'autre. Eux aussi veulent vivre tranquille. On demande alors au Premier ministre une vraie solution, intelligente. Nous n'avons pas besoin de pansements. Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, appelle au calme. Le Hamas, lui, met en garde Israël. Dans un communiqué, un porte-parole du mouvement terroriste accuse Israël d'être à l'origine de cette escalade. Les Arabes israéliens sont quant à eux appelés à la grève générale mardi prochain. Alors justement, quelle évolution attendre de cette situation qui n'est donc pas, semble-t-il, sur le point de se calmer? On va en parler avec nos premiers invités. Bonsoir, Michael Barzvi. Bonsoir. Vous êtes professeur de philosophie politique à l'Université de Tel Aviv. Avec nous également Daniel Haïk, analyste politique. Daniel, première question d'ailleurs pour vous, concernant cette situation. Accalmie ou pas, on pensait qu'il allait peut-être avoir une baisse de tension aujourd'hui. Finalement, ce soir, on a l'impression qu'il n'en est rien. Oui, difficile de dire vers où tout cela va. On pourrait dire qu'à chaque jour suffit sa peine et chaque journée de cette vague de violence a ses propres caractéristiques. Alors il y a des éléments encourageants, par exemple le fait que dans le secteur arabe israélien, on a assisté à une sorte d'accalmie. Entre autres, on a vu que les députés arabes israéliens qui avaient prévu déjà de monter sur le mont du Temple le jeudi dernier et aujourd'hui ont décidé de reporter à mercredi leur visite. Donc peut-être que de leur côté aussi, ils comprennent que la situation est explosive et qu'il faut la calmer. Et puis il y a aussi une note peut-être optimiste, une note positive du fait qu'à Jérusalem, eh bien, on n'a pas assisté durant toute cette journée à de nouveaux attentats au couteau. Donc c'est peut-être l'élément positif. Mais il y a aussi des éléments extrêmement préoccupants. Le premier élément préoccupant, c'est justement cet attentat qui a été commis à proximité de Ma'ale Adoumim avec une voiture piégée. Là, si c'est un attentat isolé et qui ne se reproduit pas, alors ce sera très bien. Mais si cela donne des idées à d'autres Palestiniens de se lancer dans des voitures piégées, des voitures avec des explosifs ou avec des bonbonnes de gaz, alors on passe à un nouveau palier et cela ressemblera de plus en plus à l'intifada de 2000-2004. Un autre point extrêmement inquiétant aussi, c'est que l'on assiste à une sorte de développement des heurts et des échauffourées entre policiers et émeutiers dans la Judée et la Samarie. En Cisjordanie, on assiste effectivement à une sorte de réveil. Alors ce n'est pas encore massif, mais il y a un réveil un peu partout dans différents points, comme à Toul-Karem, comme à Naplouse, également à Ramallah, à proximité de la Moukata. Cela signifie qu'il y a
non seulement l'opposition traditionnelle du Hamas à l'autorité palestinienne, mais même au sein de l'autorité palestinienne, au sein du Fatah, il semble qu'il y ait une opposition à Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas veut apparemment, comme l'a dit Benyamin Netanyahou il y a quelques jours, apparemment restaurer le calme, essayer de calmer les esprits, mais il y a au sein de l'autorité palestinienne et des dirigeants et des jeunes qui veulent attiser l'attention, qui veulent surfer sur cette vague, on va dire, religieuse et islamiste pour défendre Jérusalem, et qui se manifestent de plus en plus, qui ont quasiment désespéré du leadership de Mahmoud Abbas, qui considèrent que en fait tous les appels à l'aide lancés par Mahmoud Abbas et les menaces lancées par Mahmoud Abbas au cours des dernières semaines, eh bien cela signifie que Abbas lui-même a renoncé lui-même à son pouvoir, et ils veulent se positionner comme les successeurs du leadership palestinien actuel, en commençant leur action par donc des troubles, et cela se sent. Il y a aussi le point à Gaza aussi, c'est un point important. On va en parler aussi. Tout à l'heure de Gaza. Et puis je dirais que le dernier point, c'est un point concernant la société israélienne, et ça c'est aussi déterminant. Si l'on voit un peu comment la société israélienne réagit ces derniers jours, eh bien on a le sentiment qu'elle-même rentre dans une forme de constellation, de période de crise. On voit les Israéliens prendre leurs dispositions, on voit des gens de plus en plus s'armer, essayer d'acheter des sprays défensifs pour se protéger. Il y a une sorte de constellation, de contexte tendu dans la société israélienne. On considère que quelque part on s'achemine peut-être vers une confrontation à plus longue durée. Alors, Michael Barzvi, quelle est votre impression, quel est le sentiment qui domine selon vous ce soir? C'est qu'on est face à un mouvement complètement désordonné qui échappe à tout contrôle? Non, pas vraiment. Je pense qu'il y a une nouvelle forme de cette confrontation. Il y a maintenant des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est nouveau. Il y a le profil des gens qui commettent des attentats, pour la plupart des gens qui ne sont pas connus des services de sécurité et qui apparaissent pour la première fois, disons, sous le radar, je dirais, donc difficile à prévoir. Il y a aussi une guerre interne qui se passe à l'intérieur du monde palestinien, avec la montée du Hamas dans certaines villes, et notamment dans les camps de réfugiés palestiniens. Et ça, c'est extrêmement grave pour l'autorité palestinienne. Et ça explique aussi la volonté d'Abbas peut-être de calmer le jeu, parce qu'il risque aussi de payer le prix. Il y a toutes les dimensions, je dirais, du conflit. Alors encore une fois, est-ce que ça prend aux extrêmes, si je peux dire, avec certaines incitations du côté israélien, avec des mouvements aussi qui sont à l'extrême droite, et d'un autre côté, les extrémistes qui prennent le pas aussi dans les Arabes palestiniens et aussi les Arabes israéliens. Donc il y a ici tous les ingrédients pour qu'il y ait une confrontation. Et évidemment la dimension religieuse, parce qu'il faut savoir que tout ça part de l'affaire d'El-Aqsa, qui est quand même au départ des appels au djihad. On n'entend pas, malheureusement, en Europe assez ce qui est dit dans les discours et les sermons prononcés sur le mont du Temple, où on appelle au djihad, et également dans le mouvement islamiste qui existe et qui n'est pas encore interdit en Israël. Donc toutes ces incitations à la haine, il y a une dimension qui devient une dimension, je dirais, religieuse, évidemment symbolique. Et du côté musulman, on sait que c'est ça qui peut faire exploser le baril de poudre. Et d'un autre côté, je pense qu'il y a une majorité, même au sein du monde arabe, israélien, qui veut calmer le jeu. On l'a vu, Daniel a dit tout à l'heure, effectivement, les députés arabes se disent qu'il ne faut pas aller trop loin, parce qu'ils ne sont pas suivis à la base. On a vu que dans les manifestations, à Yafo, à Ramleh, en fait, les gens qui ont été arrêtés n'étaient pas des résidents de l'endroit en question. Ils venaient du nord, de la région d'Oum el-Fahem, là où le mouvement islamiste est implanté. Donc, quelque part, je pense qu'il y a une volonté de la majorité de calmer le jeu et de rester, je dirais, sur un conflit qui existe, mais qui reste depuis tant d'années, comme on appelle un conflit à faible intensité. Maintenant, est-ce que ça peut aller trop loin? Effectivement, il peut y avoir 2 scénarios ou 3 qui peuvent provoquer, je dirais, une aggravation du conflit. Un grand attentat, comme on a peut-être évité aujourd'hui à Jérusalem, c'est-à-dire un attentat de voiture piégée qui ferait beaucoup de victimes et qui serait très spectaculaire, ou bien ce qui a été évité à la fin de la semaine avec le scénario catastrophe pour l'armée israélienne, c'est venant de la bande de Gaza, une arrivée massive de milliers de manifestants qui repousseraient la barrière et qui entreraient en territoire israélien, apparemment avec beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants aussi, et qui donc obligeraient l'armée israélienne à intervenir de façon extrêmement violente. Et là, on entre dans un scénario catastrophe. Ce sont les 2 scénarios qu'Israël doit éviter pour que le conflit se développe et devienne beaucoup plus grave.
Maintenant, je pense que le conflit, il existe. Les solutions politiques, elles, aujourd'hui, ne sont pas présentes. Il y a deux choses qu'il faut vraiment séparer, la situation sécuritaire et la situation politique. Les gens qui pensent que la situation politique peut être résolue et à ce moment-là, le problème sécuritaire va être résolu, se trompent. Et de la même façon, l'inverse n'est pas vrai aussi. Même si on résout le problème sécuritaire, on n'aura pas résolu le problème politique. Donc la venue du quartet, et notamment de John Kerry annoncé pour cette semaine, ne changera rien. Pour moi, c'est une grande hypocrisie. Parce que l'Union européenne, entre autres, et les Américains sont présents ici sur le terrain tout le temps. Les diplomates français et diplomates européens, on les voit tout le temps. Ils sont à tous les checkpoints, on les rencontre sur le terrain. Je dirais, ils sont même beaucoup trop implantés en Israël. Ils donnent de l'argent à des tas d'organisations ici, organisations soi-disant humanitaires, toutes les ONG, tout ça fait partie de ce ballet européen international. Donc ici, il y a tellement de journalistes ici, de diplomates, de fonctionnaires de toutes les organisations internationales et humanitaires du monde que ce n'est pas quelques représentants ministres qui vont calmer le jeu. Cela dit, je pense que si Netanyahou est sérieux, mais effectivement le problème de Netanyahou, c'est qu'il a une très petite majorité, qu'aujourd'hui, je dirais, ce qui pourrait vraiment calmer le jeu, ce serait un dialogue politique. Pour qu'il y ait un dialogue politique, il faut que Netanyahou agrandisse sa majorité, et apparemment, ça n'est pas d'actualité, et ne l'oublions pas, Netanyahou gouverne avec un mandat de majorité. Alors, je voudrais qu'on regarde d'abord les premières images qui nous parviennent de Gan Shmuel, donc théâtre du dernier attentat en date, attentat spectaculaire, puisqu'il s'agit d'abord d'une attaque à la voiture bélier, puis le conducteur, qui est un arabe israélien âgé de 20 ans, originaire de la ville d'Oum el-Fachem, donc en Israël, qui est sorti et qui a poignardé 4 personnes, une dans un état grave, c'est une soldate qui a été touchée, qui est donc grièvement blessée, elle a 19 ans, et donc vous voyez les toutes premières images. Ça se passe donc à Gan Shmuel, dans le nord d'Israël. On rejoindra notre envoyé spécial qui s'est rendu donc à Gan Shmuel dans le courant de cette soirée. On va également maintenant se rendre dans un autre point chaud. Vous en parliez, Michael Barzvi. On va en dire un mot aussi avec Daniel Haïk dans un instant, mais on va retrouver Léa Berdugo qui se trouve elle à la frontière donc avec Gaza, là où ont lieu des affrontements assez violents tout au long du week-end. Léa, bonsoir. Situation toujours tendue ce soir avec justement les manifestants venus de Gaza qui tentent d'affronter l'armée israélienne à la frontière? Oui, après une heure de calme ici à la frontière avec la bande de Gaza, nous venons d'entendre des tirs et des explosions dont nous ne connaissons pas l'origine pour l'instant. Alors nous nous trouvons près de Nahal Oz et du quartier gazaoui de Sadjaïa, où ici des centaines de Palestiniens se sont rassemblés aujourd'hui. Plusieurs heures ont éclaté entre des Gazaouis et l'armée israélienne, alors que selon l'armée, ces Palestiniens tentaient de franchir la frontière. Alors nous avons entendu tout au long de la journée de nombreux tirs, des tirs de sommation selon l'armée. Nous avons également entendu des Palestiniens scandant Allahu Akbar, Dieu est grand. Alors selon des sources palestiniennes, 5 Gazaouis auraient été blessés légèrement par des tirs de gaz lacrymogène dans ce secteur et un également près de Bet Hanoun. Léa, il y a une mise en garde aujourd'hui du Hamas après un raid israélien qui a visé la nuit dernière des positions du Hamas mais qui a fait des victimes également. Exactement, le Hamas a mis en garde Israël après ces raids menés sur la bande de Gaza, des raids donc qui visaient des positions du Hamas mais qui ont tué 2 Palestiniennes, une femme et son enfant. Donc les affrontements continuent au sein de la bande de Gaza. Alors ce raid était une riposte à une roquette tirée depuis la bande côtière qui visait le sud d'Israël. La roquette a été interceptée par le système antimissile Dôme de Fer. Alors la bande de Gaza qui est impliquée dans des violences qui restaient uniquement pour l'instant concentrées qu'en Israël et en Cisjordanie. La bande de Gaza qui est donc au cœur des violences depuis quelques jours. Vendredi, 7 Palestiniens ont été tués par des tirs de l'armée alors qu'ils voulaient franchir la frontière selon les militaires. Ça a également été le cas de 2 autres Palestiniens hier. Merci Léa Berdugo, on va vous retrouver un petit peu plus tard évidemment à tout moment si il se passe quoi que ce soit dans votre secteur. Alors Daniel Haïk, c'est vrai que la situation à Gaza peut inquiéter et en même temps on n'a pas l'impression que le Hamas soit intéressé à entrer dans un nouveau conflit. Alors, vous remarquez qu'il n'y a pas de tir, il n'y a quasiment pas de tir. Il y en a eu un hier, il n'y a pas de tir d'armes à feu en direction du territoire israélien. C'est-à-dire que quelque part, on va dire le schéma qui a été adopté en Cisjordanie au cours des dernières semaines semble être copié, calqué
vers la bande de Gaza, parce que quelque part le Hamas comprend que c'est porteur, que cela peut convaincre un maximum de Palestiniens de sortir et de se mobiliser. Il y a une forme de solidarité entre le Hamas en Cisjordanie et le Hamas dans la bande de Gaza. Il y a plusieurs éléments importants. Il faut noter que chaque obsèque, chaque inhumation d'une des victimes, d'une des ripostes israéliennes dans la bande de Gaza attise l'attention. C'est un phénomène qui a été remarqué, constaté à chacune des intifadas. Les obsèques sont un terrain propice pour attiser l'attention et puis pour provoquer de nouvelles des heurts et des échauffourées avec les forces de sécurité encore plus importants. Il faudrait d'une certaine manière peut-être, et c'est extrêmement difficile, que les forces de sécurité israéliennes qui sont à l'orée de la bande de Gaza, eh bien, se dotent du matériel nécessaire pour en fait neutraliser, dissiper des manifestations, c'est-à-dire des gaz lacrymogènes, des jets d'eau, des lances d'eau, des canons à eau, pardon, pour essayer de faire en sorte d'empêcher qu'il y ait des morts et de faire en sorte de contenir ces émeutes et de faire en sorte qu'elles restent à le point le plus bas possible. Mais effectivement, il y a une concertation entre le Hamas dans la bande de Gaza et le Hamas en Cisjordanie pour essayer d'attiser la tension. Vous avez l'impression, Michael Barzvi, que le Hamas pourrait envenimer les choses depuis Gaza ? Non, je ne pense pas. Je pense que le Hamas est en train de restaurer d'abord son arsenal de guerre et qu'ils n'ont pas encore réparé tous les dommages causés depuis Tzouketan de l'année dernière. Donc ils n'ont pas intérêt aujourd'hui à reprendre les hostilités. Et puis, je pense qu'ils sont investis dans un autre conflit interne, celui-là, qui est de mettre la main sur un certain nombre de quartiers, de régions, de villes, de bourgades en Cisjordanie. Et ça, c'est beaucoup plus important pour eux, parce que pour l'avenir, je pense que le Hamas fait un calcul sur l'avenir, d'essayer, lors des prochaines élections, de renverser Mahmoud Abbas en Judée-Samarie. Donc ça, je crois que c'est un calcul très, très savant. Et puis, il faut savoir aussi, le Hamas est lié à tout ce qui se passe dans le contexte général de la région. Et comme on le voit en ce moment, c'est extrêmement chaud dans la région, aussi bien en Turquie qu'en Syrie, au Yémen. Et donc le Hamas n'a pas les mêmes ressources qu'il avait précédemment. Et donc c'est beaucoup plus difficile pour lui aujourd'hui de se reconstituer. Donc attaquer Israël, aujourd'hui, ce ne sera pas des attaques comme il y a eu avec des missiles, je pense. Et d'ailleurs, les 2 missiles qui ont été envoyés, d'après les sources, on pense que ce ne sont pas des missiles envoyés ni par le Hamas, ni par le djihad islamique, mais par des groupes proches de l'État islamique. Et d'un autre côté, on voit ce qui se passe autour. Donc aujourd'hui, ils se rendent bien compte que le contexte du Proche-Orient ne permet pas aujourd'hui une reprise des hostilités, parce qu'on ne parle pas tellement, au fond, de ce qui se passe à Gaza, comme on en parlait il y a un an. Et maintenant, les gens sont, je dirais, le focus international est plus sur la Syrie, et sur ce qui se passe notamment avec l'investissement des Russes, la Russie dans la région et de la France. Donc quelque part, politiquement, ça n'est pas leur intérêt aujourd'hui de ranimer, je dirais, un conflit armé. Mais garder mais une tension, ce qu'on appelle de faible intensité, ça oui, de maintenir, je dirais, cette haine d'Israël et je dirais de la propager à travers les réseaux sociaux, à travers un soutien important malgré tout, même dans la population arabe israélienne. Ça, pour eux, c'est très important. C'est beaucoup plus important à ce niveau-là. Et je pense que cette propagande, elle fonctionne assez bien de leur point de vue. Donc c'est là-dessus qu'Israël n'a pas vraiment de réponse. Aujourd'hui, Israël n'a pas de réponse à toute cette haine qui se répand sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, cette communication qui se fait, je dirais, à travers le monde arabe et le monde musulman, là-dessus, le narratif palestinien gagne du terrain. On le voit en Europe. Aujourd'hui, Israël a un gros problème à ce niveau-là. Alors effectivement, il y a aussi ces images qui sont diffusées et qui sont parfois interprétées de différentes manières. On va retrouver d'ailleurs en direct de Jérusalem l'un de nos envoyés spéciaux, Maxime Pérez. Bonsoir Maxime. Avant de parler de la situation sécuritaire à Jérusalem et dans la Cisjordanie, les précisions que vous avez sur l'attentat qui a été commis tout à l'heure dans la région donc, de Hadera, à Gan Shmuel précisément, Maxime.
Tout à fait, attentat qui s'est déroulé il y a un peu moins d'une heure sur la route 65. C'est un axe central qui relie la région centre du pays au nord d'Israël et qui passe notamment par ce fameux triangle de Galilée, cette zone arabe israélienne comme on la baptise. Un conducteur fonce sur un arrêt de bus où se trouvaient plusieurs Israéliens. Une femme est immédiatement projetée par le véhicule. Le conducteur sort de sa voiture, il se rue sur elle, la poignarde à 2 reprises, tente également de poignarder plusieurs autres personnes, au moins 3 qui ont été plus modérément atteintes. La première femme elle a été grièvement et c'est à ce moment-là que 2 policiers sont intervenus pour intercepter, neutraliser ce terroriste. Il est identifié comme un jeune arabe israélien originaire d'Oum el-Fachem, cette grande ville arabe israélienne de la région de Galilée. À l'heure où je vous parle, la police est encore en train de mener des fouilles dans le secteur pour tenter peut-être de retrouver un second passager de ce véhicule. L'homme a peut-être pris la fuite selon des sources et des informations qui viennent de nous parvenir. Alors Maxime, voyons maintenant la situation à Jérusalem où paradoxalement, on va dire, mais il faut dire qu'il y a de grands renforts de sécurité qui ont été amenés sur place, la journée a été plutôt calme. Oui, pour l'instant, la journée a été calme, en tout cas par rapport aux 2 attentats qui ont mis en ébullition la capitale israélienne hier. Aujourd'hui, pas d'incident majeur à signaler. Il y a un imposant dispositif policier et de garde-frontières qui est toujours extrêmement visible aux abords de la muraille et de la vieille ville donc de Jérusalem. Des renforts, ces 10 compagnies de garde-frontières dont on a annoncé le déploiement hier soir ont commencé à se positionner tout autour de Jérusalem et notamment ici, porte de Damas. Et il faut signaler tout de même que ce calme est particulièrement précaire puisque la situation aurait pu être bien plus dramatique ce soir si cette voiture piégée neutralisée par un policier israélien ce matin à l'entrée de Jérusalem, une voiture qui arrivait de l'implantation juive de Ma'ale Adumim, cet axe qui relie la mer Morte à Jérusalem, n'avait pas été neutralisée. À son bord, donc une palestinienne détentrice d'une carte d'identité israélienne. Elle actionne sa charge explosive au moment où un policier s'approche, mais visiblement la bombe n'a pas fonctionné et les policiers ont retrouvé une bonbonne de gaz dans le coffre du véhicule. Merci Maxime Pérez. On va vous retrouver tout à l'heure pour évoquer les aspects plus politiques évidemment de ce qui se passe actuellement en Israël. Mais je voudrais qu'on aille maintenant sur l'un des points chauds de ces derniers jours. Il s'agit de la ville d'Afula en Galilée, là où ont lieu 2 attaques spectaculaires en moins de 24 heures en fin de semaine dernière. L'une d'entre elles ayant d'ailleurs été largement relayée puisqu'elle a été filmée quasiment en direct. Quelle est l'atmosphère dans cette ville? Eh bien c'est le reportage réalisé aujourd'hui par Joseph Emmanuel. La femme au centre vient de tenter de poignarder un soldat. Nous sommes dans la gare routière d'Afula, au nord d'Israël. Une demi-dizaine de soldats braquent leurs armes sur l'assaillante, lui intiment l'ordre de lâcher son couteau, mais tout s'accélère brusquement. 6 coups de feu retentissent, la jeune femme s'écroule. Nous nous trouvons précisément à l'endroit de l'attaque de jeudi dernier. La semaine reprend, les soldats rentrent dans leur base. C'est ici une station de bus, tout ce qu'il y a de plus banal. Très calme, loin de l'agitation qui régnait ici lors de l'attaque de jeudi dernier. À l'entrée de la gare, une voiture de police monte la garde. Le niveau de sécurité a été relevé d'1 cran, alors que le pays tout entier connaît une vague d'attaques au couteau sans précédent. Mais la population reste optimiste. On surmontera la tête haute sans peur et le gouvernement doit prendre les choses en main. C'est notre pays pour le meilleur et pour le pire. Et le pire, Yohan a bien failli le connaître. C'est lui qui a été attaqué par l'assaillante. Il a interdiction d'être filmé, mais il accepte de nous raconter ce que les images ne montrent pas. Quand la jeune trentenaire se jette sur lui, elle est en pleurs et hurle « Vous êtes les terroristes ». Les soldats pensent à une possible attaque kamikaze. Ils disent ne pas avoir eu peur. Pas de peur, mais de la colère. Des passants étaient prêts à lyncher un terroriste jeudi, en fin de journée, lors d'une autre attaque au couteau, dans cette même ville, Afula. Ironie d'une scène presque à l'opposé de l'attaque de la gare routière. Ici, la police protège le terroriste de la rage des passants. 2 attaques en 24 heures. Une première pour la capitale régionale de Galilée. Nous sommes très loin des tensions, contrairement à des villes comme Jérusalem,
Ici, les habitants n'ont pas l'habitude de ces attaques, mais comme Menke, la plupart ne cèdent ni à la peur, ni à l'angoisse. J'ai confiance en Dieu, je crois qu'il nous aidera. Ça va aller, j'espère que ça ira. Ça va aller. Nazareth, à quelques kilomètres au nord d'Afula, c'est ici que vit l'assaillante qui a été blessée, actuellement à l'hôpital, Asra Zidane. Ici, tout le monde connaît la famille Zidane. Le père est un cheikh connu, une figure religieuse respectée à Nazareth. Ahmed le connaît personnellement. Il nous donne sa version, qui semble être la version partagée par une grande partie des habitants de Nazareth. Il s'est passé ce qu'il s'est passé, on ne sait pas. Ils disent qu'elle avait un couteau, mais c'est une bonne fille. Nous décidons de rencontrer le cheikh, le père d'Asra Zidane. Nous suivons un taxi, il nous mène dans ces ruelles de Nazareth où il est impossible de sortir notre caméra. Les cousins de l'assaillante nous recevront, mais le père est absent. C'est par téléphone plus tard qu'il nous donnera sa version, la même que celle qui circule sur l'ensemble des réseaux sociaux en Israël. Ils sont arrivés vers elle. Ils étaient 6 ou 7 soldats. Ils l'ont frappée sans aucune raison. Elle est innocente. Les communautés juives et arabes d'Israël ne portent pas le même regard sur les attaques, presque quotidiennes, que connaît Israël depuis plusieurs semaines. Une guerre de mots dans laquelle, ici plus qu'ailleurs, les mots se transforment souvent en armes et poussent un peu plus chaque jour les communautés à se séparer. Alors, Michael Barzvi, on voit bien le fossé qui existe même dans l'interprétation de ce qui est en train de se passer de ces attaques. Ce conflit, il est plus symbolique, il est beaucoup dans le fantasme, dans l'imaginaire. On voit d'ailleurs des choses assez absurdes. On voit des chrétiens qui veulent monter sur le mont du Temple, alors qu'en fait, les chrétiens sont pourchassés et persécutés dans tout le monde arabe. Il y a des espèces de contradictions. Et ça montre bien que ce conflit, il est à la fois territorial, national, religieux. Il y a toutes sortes de dimensions symboliques. Et puis, il y a la réaction des Israéliens. Les Israéliens, à mon avis, sur ce qui se passe, réagissent très bien. C'est-à-dire qu'ils envoient un message très clair que la plupart des terroristes ont été neutralisés. Sur 15 attentats ou 16 attentats, 8 ont été tués, les autres ont été arrêtés. Donc ce message qui est envoyé par la société israélienne, par les services de sécurité, mais aussi par les Israéliens, nous n'allons pas céder et chaque terroriste qui viendra attaquer ne sortira pas vivant ou en tout cas sera arrêté et neutralisé. Ça, c'est un message très important qui va faire réfléchir parce qu'on voit très bien que cette révolte, ces émeutes, ce n'est pas un soulèvement populaire organisé. Et d'ailleurs, je pense que ça a toujours été le problème des Palestiniens, c'est qu'ils sont, à mon sens, incapables d'organiser un soulèvement populaire comme l'ont fait les Irlandais ou d'autres peuples. Et c'est là tout, je dirais, tout le drame aussi des Palestiniens qui n'ont pas non plus les dirigeants capables de transformer ces actions, je dirais, violentes, après en actes politiques pour régler le conflit. 10 secondes. Oui, pour rebondir sur ce qu'a dit Michael, effectivement, j'ai dit que c'était un peu inquiétant la mobilisation de la population pour se défendre, mais en fait c'est aussi très impressionnant parce que la société israélienne se solidarise, elle est soudée face à l'adversité palestinienne et c'est ce qu'avait pas compris Yasser Arafat dans les années de l'Intifada, il l'avait pas compris. Merci Daniel Haïk, on va se retrouver dans un instant pour la suite. Suite de cette édition spéciale sur i24 News consacrée donc à cette vague de terreur en Israël. On va parler dans un instant justement de ce qui peut causer justement ce déchaînement de violence, mais on va également revenir sur le dernier événement de cette soirée, cet attentat tout à l'heure, cette fois à Gan Shmuel dans le nord d'Israël sur la route numéro 65 où un conducteur âgé de 20 ans originaire de la ville arabe israélienne d'Oum el-Fachem a d'abord renversé une soldate qui se trouvait à un arrêt de bus, puis il est sorti de son véhicule armé d'un couteau et il a poignardé 3 autres personnes, 4 blessés donc dont un dans un état sérieux. Il s'agit de la soldate âgée de 19 ans. On revient sur cet événement un petit peu plus tard avec nos envoyés spéciaux, mais on va d'abord s'intéresser à ce qui peut expliquer donc ces actes de violence dont on voit bien qu'ils n'ont pas de coordination entre eux. On ne parle pas d'intifada pour cette raison, mais il y a de l'incitation. C'est d'ailleurs à cela que veut s'attaquer Benyamin Netanyahou. Il l'a dit aujourd'hui en ciblant notamment l'une députée arabe israélienne, Hanin Zouabi, dont on a déjà entendu parler. Léa Berdugo.
Le Premier ministre israélien passe à l'offensive. Lors de la réunion de son cabinet ce dimanche matin, Benjamin Netanyahou a demandé l'ouverture d'une enquête contre la députée Hanin Zohabi. Il l'accuse d'incitation à la violence après des propos tenus ce week-end dans un journal affilié au Hamas. Des propos qu'il a lus à haute voix en plein Conseil des ministres. Il faut que des centaines de milliers de fidèles se rendent à la mosquée Al-Aqsa afin de déjouer le complot israélien visant à faire couler le sang des habitants de Jérusalem-Est. Si des milliers de personnes de notre peuple s'y rendent, ces incidents se transformeront en réelle intifada. La députée a aussitôt réagi à cette demande d'enquête. Les déclarations de Netanyahou sont un indicateur d'une faillite politique et morale. Et ces jours-ci, il n'y a aucune différence entre les déclarations de Netanyahou et celles des extrémistes de droite. Benjamin Netanyahou a également dit se pencher sur les actions du mouvement islamique en Israël, qu'il accuse d'incitation à la haine. Nous agirons contre les instigateurs de toutes les directions, a-t-il déclaré. Également présent dans le discours des politiques, la volonté de lutter contre des clips diffusés sur les réseaux sociaux. Sur cette vidéo, par exemple, il est enseigné comment poignarder. Sur celle-ci, la cible est affichée, les juifs orthodoxes. La haine est aussi visible chez des juifs où les appels de mort aux Arabes ont été entendus ces derniers jours. Pour lutter contre ces appels à la haine et au meurtre, une unité cybernétique de l'armée israélienne a mis en place une cellule de veille. On est avec plusieurs invités pour évoquer donc ce sujet, ces explications possibles à cette vague de terreur. Bonsoir à vous, Yochanan Manor. Vous êtes politologue spécialisé dans l'impact justement de ce conflit israélo-palestinien dans les livres scolaires. C'est aussi souvent des explications données à cette haine qui perdure. Bonsoir à vous, docteur Eddie Cohen. Vous êtes orientaliste, spécialiste également de cette incitation. Et puis Amir Badran qui est là, bonsoir. Vous êtes avocat ici à Yafo. Alors, je voudrais que vous me donniez d'abord votre avis. Est-ce qu'il y a une explication, puisqu'on voit bien qu'il ne s'agit pas d'un mouvement coordonné, est-ce qu'il y a une explication liée justement à l'incitation dans ce qui est en train de se passer? Est-ce que par exemple l'affaire de la mosquée d'Al-Aqsa est l'explication à cet déchaînement de violence? On a touché à plusieurs sujets là. D'abord, en ce qui concerne les manuels scolaires, la seule chose qu'on peut dire, c'est que jamais dans les manuels scolaires palestiniens, on enseigne que c'est un lieu important, saint pour les Juifs, le mont du Temple. Jamais. On le conteste même totalement. On dit que ça n'a jamais existé. Que ce mont du Temple, sur lequel se trouvait le premier temple, et puis après le second temple, ça n'a jamais existé. Donc ça, c'est ce qu'on enseigne aux enfants. Alors, ça fait des années qu'on enseigne ça. C'est une contre-vérité, mais c'est ce qui est enseigné. Alors, ce n'est pas ça qui a... Ça crée dans la conscience des enfants, des élèves, des hommes qui ensuite deviennent adultes, c'est une référence pour eux. Les Juifs n'ont pas de lieu saint, là. C'est une évidence pour eux. Bon, c'est une contre-vérité, mais c'est une évidence. Mais en ce qui concerne ce qui vient de se produire, il n'y a aucun rapport avec ça. Ça, c'est le background que chacun a, bien sûr. Mais ce qui se produit en ce moment, c'est tout simplement une rumeur, même plus qu'une rumeur, une insistance pour dire que Al-Aqsa est en danger. Ce qui est une contre-vérité, mais ça marche. Et les Palestiniens, pas seulement les jeunes, mais également des responsables palestiniens, des responsables israéliens, des responsables des Arabes, marchent là-dedans et ils mettent de l'huile sur le feu. Ils savent parfaitement que c'est faux. Donc, chacun, pour des raisons différentes, a intérêt à faire ça. Le principal facteur qui pousse ça, c'est le mouvement islamiste. Ce mouvement islamiste, il n'a d'existence que par ce sujet-là. Et il a mis d'ailleurs en place également des espèces de gardes, des femmes, un groupe de femmes, qui insultent les gens qu'ils considèrent comme ne devant pas accéder au mont du Temple. Parmi les touristes ou des personnalités israéliennes, ils les insultent. Bon, c'est eux qui tiennent ce groupe-là, qui le financent et qui, depuis des années. Et ils se font leur chou gras avec ça. C'est comme ça qu'ils frappent l'opinion. Donc ça, c'est un facteur très important. Mais je pense surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une crise dans la direction politique de l'autorité palestinienne. Ils ne savent pas quoi faire. Le sujet palestinien ne paraît plus intéressé. Il fallait faire quelque chose. Donc, il y a 3 semaines, lorsque le président de l'autorité est venu aux Nations Unies, il a lui-même
parlait de cette mise en danger, de ce danger pour Al-Aqsa. Lui-même parlait de ça. Il savait pertinemment que ça n'avait aucun fondement. Donc, lui-même a joué ce jeu-là. Maintenant, il voit que c'est extrêmement dangereux, que son pouvoir, qui est déjà pas très accepté, est terriblement compromis, parce qu'il y a des jeunes gens dans tout ça qui ne sont représentés ni par le mouvement islamique, ni par l'autorité palestinienne, ni par les différents partis, qui ont l'occasion de s'affirmer et une manière aussi de donner une expression à leurs propres problèmes. Les gens de Chouafat, par exemple, de ce camp de Chouafat, il y a un groupe de jeunes Bassa, personne ne les contrôle. Personne ne les contrôle. Mais il y a une telle atmosphère qu'on se défoule. On se défoule sans que ça puisse déboucher. Peut-être qu'il faut aborder cette question-là avec ouverture, sans a priori, et en sachant que c'est de la dynamite. Alors, on va en parler évidemment. Amir Badran, je voudrais votre sentiment à vous là-dessus, en tant qu'arabe israélien. Est-ce que vous avez l'impression que cette rumeur, est-ce qu'Al-Aqsa aujourd'hui, c'est un vrai problème, ou est-ce que c'est justement un prétexte utilisé pour ce qui est en train de se passer? D'abord, je suis tout à fait pas d'accord avec ce que vient de présenter votre invité. Je pense qu'il ne s'agit pas du tout d'une rumeur. Et quand il y a des mesures qui sont prises depuis des années, soit par le gouvernement israélien, soit par les extrémistes de droite juifs à Jérusalem, concernant l'esplanade de la mosquée d'Al-Aqsa, quand il y a des fouilles sous terre, quand il y a des tunnels sous terre qui mettent en risque même la mosquée même, lorsqu'il y a toute une ville, la ville de David, qui est en train de se mettre en place avec une vision des extrémistes qui veulent en fait que cette mosquée soit détruite et qu'à la place il y aura le temple dont a parlé votre invité. Lorsqu'on est en train de parler de musées souterrains, lorsqu'on est en train de parler de plein de plans qui existent, qui ne sont pas des rumeurs, mais ce sont des plans qui existent déjà dans le tiroir que depuis des années on essaie de mettre en place. Donc en fait on n'est pas en train de parler de rumeurs, mais on est en train de parler des actes et de mesures qu'essaye le gouvernement israélien ou les extrémistes de mettre en place, de mettre des évidences, des faits pour en fait justement changer la présence dans les esplanades de la mosquée. Donc on a commencé d'abord souterrain. Et depuis quelques années, depuis quelques mois, on l'entend de plus en plus dans les médias, on le fait aussi non pas souterrain, mais sur le terrain, c'est-à-dire que, sachant qu'il y a un status quo depuis 1967 qui dit qu'en fait les esplanades de la mosquée doivent rester dans la souveraineté de le roi de la Jordanie et de ceux du Waqf, et ainsi avec cette comité israélienne qui en contrôle d'une manière ou d'une autre l'entrée et la sortie. Ce status quo était les Israéliens, les Juifs extrémistes surtout, essayent de le modifier. Comment est-ce qu'ils essayent de le modifier? C'est-à-dire que depuis toujours, la visite à cette esplanade de la mosquée était ouverte à ceux qui ne sont pas musulmans, que ce soit des juifs ou autres, des touristes, mais c'était interdit de venir aux juifs de pratiquer de prier, alors qu'ils avaient le mur de lamentation, un lieu saint pour eux, sur lequel ils viennent et ils prient. Donc, de ce côté-là, quand on parle de rumeurs, en mettant ça de côté, il ne s'agit pas de rumeurs, mais il s'agit de faits, et c'est des restrictions de mesures du côté palestinien que font naître tout ce qu'on est en train de vivre. Donc ça en background, oui, mais on ne peut pas détacher le côté et l'affaire de Al-Aqsa, l'esplanade de la mosquée, de ce qu'on est en train de vivre ici aujourd'hui, partout un peu dans le territoire israélien et dans les territoires occupés palestiniens. Et il faut comprendre aussi que les Palestiniens, ils vivent. Certains d'entre eux vivent dans les territoires occupés et d'autres, ce que vous venez d'appeler Israéliens arabes, en fait ce sont leurs frères, des gens qui vivent à l'intérieur du territoire israélien, qui détiennent aussi des cartes d'identité israéliennes, mais qui en force majorité se prononcent en tant qu'arabes palestiniens vivant en Israël. Donc en fait il s'agit de ce même peuple des frères qui vivent de deux côtés des frontières. Alors je vois que Eddie Cohen s'exprime là-dessus. Quel est votre sentiment sur ce qui est en train de se passer? À partir que l'enfant palestinien
depuis son enfance, on l'apprend à haïr le juif. Depuis l'enfance, on lui dit que les juifs, ils ont volé le pays. Les juifs, il faut les exterminer. Donc cet enfant, il grandit, il voit qu'une solution. Il voit pas le problème. Il voit une solution, c'est l'extermination des juifs. Il voit un seul problème, et c'est le problème juif, soi-disant. Ils sont endoctrinés par la désinformation. Ils sont encouragés par la société. On voit comment la société palestinienne, elle est fière des prisonniers qui ont tué des dizaines d'Israéliens. Quand on voit le président de l'OLP, Mahmoud Abbas, prendre des photos avec un enfant de 5 ans parce qu'il a jeté des cailloux contre les Juifs, quand on voit cet exemple-là, on veut être comme lui. On veut jeter des cailloux. On veut tuer les Juifs. Les Juifs sont les problèmes. C'est le problème. Il ne voit pas une autre solution. Il ne voit pas de la politique. Il ne voit pas la diplomatie. Il ne voit pas la vie avec un État israélien. Il voit leur vie dans un État palestinien sans les Juifs. À propos de l'Aqsa, la mosquée. Le moufti de Jérusalem, Amir Husseini, il y a 100 ans, il voulait de l'argent, il voulait faire sortir les Anglais de ce pays et empêcher les Juifs de venir en Israël. Depuis 100 ans, il a dit aux dirigeants arabes, donnez-moi de l'argent, donnez-moi de l'arme. Les dirigeants arabes, ils n'ont rien donné. Mais quand il leur a dit, les Juifs, ils veulent prendre le mosquée, ils veulent détruire la mosquée, ils veulent bâtir le troisième temple juif, ils ont tous mis à l'aider, à lui fournir les armes. C'est de la désinformation, c'est de l'octrinement, et c'est de mensonge, c'est de l'incitation à la haine, à la violence et surtout à haïr le juif. Moi, simplement, ce que je veux dire, c'est que je trouve lamentable d'inventer des choses. Lamentable. Parce qu'en fin de compte, vous êtes la victime d'une propagande pure et simple. Quand je dis fiction, c'est bien fiction. Il n'y a pas de souterrain, il n'y a pas de travail. D'ailleurs, quand vous parlez de la cité de David, c'est tout à fait en dehors. Exactement, on est en train de parler au-dessus. Pas au-dessus. Mais non, vous avez commencé par de parler de la cité de David. Là-bas, il se passait des choses terribles. C'est un site archéologique tout à fait en dehors. Bon, alors il faut être sérieux. Non, vous êtes tout à fait sérieux. Non, vous n'êtes pas sérieux. Les extrémistes de Iramim, de l'association ils sont très sérieux là-dessus. Vous-même, vous tombez la victime. Ah non, alors là, je vous renvoie de lire l'article de Haaretz qui parle là-dessus. Haaretz ou non, vous n'avez strictement rien à dire. Maintenant, vous parlez au-dessus. Qu'est-ce qu'au-dessus? Vous reprochez à des gens de monter sur le temple et de prier. Vous vous rendez compte? Monsieur, c'est la loi, c'est la haute cour de justice israélienne qui s'est prononcée là-dessus. Vous avez quelque chose contre ça? Arrêtez de raconter des histoires. Mais alors là, vous racontez si des vous ne connaissez pas les faits, vous pouvez empêcher un touriste un arrêt de la Cour internationale, de la Cour haute de justice. Est-ce que vous pouvez arrêter quelqu'un de parler, de prier? Monsieur, les évidences sont telles. Vous racontez des histoires. Toute votre affaire n'est pas sur rien. Vous connaissez l'arrêt de la Cour de justice israélienne qui restreint un menteur, un affabulateur. Alors là, vous n'avez rien à dire. Vous racontez des histoires. Poli, et en plus, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Parce qu'il y a des choses qui sont révoltantes. Et il faut le dire. Reprenez ça. Reprenez ça, s'il vous plaît. Non, il n'est pas question que je reprenne ça. Alors sortez. Mais de quel droit? Alors sortez. De quel droit? On peut dialoguer sans mais poliment. Vous êtes un menteur. Vous êtes un affabulateur. On va reprendre nos esprits. C'est ça, en fin de compte, votre... Monsieur Jean-Charles, ça ne peut pas continuer comme ça. Non, mais je voudrais qu'on ne va pas continuer comme ça. Parce que c'est visiblement... Vous avez quelque chose à dire, vous le dites poliment. Vous n'êtes pas un bonhomme responsable. Vous n'avez rien de responsable. Vous êtes un menteur, un affabulateur. De la Cour internationale, de la Cour israélienne, et en plus vous comprenez rien. Alors arrêtons là, parce que là, visiblement, vous n'arriverez pas à dialoguer. Mais oui, je peux continuer comme ça. Pour ne pas faire
une discussion concrète. Ça vous gêne quand on vous donne pas du tout. Quand on vous donne les faits dans les yeux. La manière dont vous procédez. Alors laissez-moi continuer. Parlons un peu de ce qui est en même temps. Voilà comment vous procédez. Vous racontez des histoires. Vous racontez une chose qui n'existe pas et après vous dites que c'est au-dessus. Qu'est-ce que c'est au-dessus? Alors, vous êtes incapable de le montrer, incapable de le dire. Ce qui amène les Palestiniens, ce qui amène les Palestiniens à faire ces actions, des fois de terreur et des fois de résistance violente, à mon avis, n'ont aucun rapport avec ce qu'on les enseigne dans les manuels, dans les ouvrages scolaires. D'ailleurs, les ouvrages et les manuels scolaires sont supervisés et inspectionnés par les institutions de l'ONU qui les subventionnent. Donc là-dessus, à mon avis, l'ONU l'UNRWA aussi, c'est un grand mensonge. Et eux aussi, ils ne détiennent rien de la scolarité palestinienne. C'est pas vrai ce que vous dites. Écoutez, je ne vous ai pas interrompu. Ce sujet-là, je ne vous ai pas interrompu. Alors, ayez la courtoisie racontez des histoires, vous racontez des mensonges. Quand on parle de la famille Dawabché, écoutez, quand on parle de la famille Dawabché qui a été brûlée vive, ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas raconter des mensonges. La question principale qui a été la question principale sur la on n'arrivera pas, je vais être obligé. On va devoir s'arrêter. On va devoir s'arrêter parce que là, on ne comprend rien. Ces livres ne sont pas financés par les Nations Unies, ils ne sont pas supervisés par les Nations Unies. Yochanan Manoar, du tout. Je vais vous laisser reprendre vos esprits. On va se rendre à Gaza tout de suite parce que là aussi c'est un des points de tension de ces derniers jours. Et on va regarder le reportage réalisé aujourd'hui par Maël Benoyel parce qu'il y a eu beaucoup d'affrontements, on le sait, depuis vendredi à la frontière donc entre Gaza et Israël. Reportage Maël Benoyel. Après, on essaiera de reprendre la discussion. C'est pas sûr. Pendant plus d'un an, cette tour de garde est restée vide. Mais il y a quelques jours, elle a été réinvestie par Tsahal. Nous sommes ici à Nahal Oz, un village agricole frontalier de la bande de Gaza. 800 mètres seulement séparent ce kibboutz de l'enclave palestinienne. Tout au long du week-end, les habitants de Nahal Oz ont pu assister quasiment depuis leurs fenêtres aux violentes manifestations qui ont pris place au niveau de la clôture de sécurité côté palestinien. Des manifestations auxquelles ont pris part plusieurs centaines de Gazaouis venus exprimer leur colère et leur solidarité avec leurs compatriotes de Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Nous sommes ici pour Jérusalem et pour exprimer notre solidarité. Nous ne voulons rien des factions palestiniennes, nous n'avons pas besoin de soutien des brigades d'Al-Qassam ou du Fatah. Chaque manifestant est venu de sa propre initiative. Mais ce rassemblement finit par mal tourner au moment où certains manifestants tentent de pénétrer en territoire israélien. Les tirs de sommation de Tsahal n'y font rien. 9 Palestiniens sont tués durant le week-end alors que des dizaines sont blessés. Cette région frontalière n'avait pas connu de telles tensions depuis l'été dernier et l'opération Bordure Protectrice. Dani est agriculteur, il est aussi le porte-parole de Nahal Oz. Après un week-end agité, il se rend comme tous les jours dans ses différentes exploitations agricoles à quelques dizaines de mètres de la clôture de sécurité. Celle qui m'a mise au courant que des Gazaouis tentaient de franchir la clôture, c'est ma mère. Ma mère m'a téléphoné inquiète et m'a demandé qu'est-ce qui se passe à Nahal Oz. Dani nous confie la crainte d'un scénario catastrophe, celui de voir une arrivée massive de Palestiniens décidés à traverser ensemble la frontière en direction de son kibboutz. Ça, on peut dire que c'est le cauchemar de chacun d'entre nous dans le kibboutz. Même si on fait confiance à l'armée qui sait quoi faire dans ces situations. Je pense que Tsahal a fait ce qu'il devait faire ces derniers jours. Et ça me fait vraiment mal pour chaque mort, à chaque fois, peu importe de quel côté il se trouve. Cela fait déjà plusieurs décennies que Dani vit dans ce kibboutz. Il a tout connu ici, et notamment les différentes guerres. Il dit comprendre la colère de ses voisins. Ce qu'ils veulent, c'est élever leurs enfants, nourrir leur famille, vivre en paix. Et je suis convaincu de tout mon cœur que la plupart du peuple palestinien en Cisjordanie ou ici, dans la bande de Gaza, veut la paix. Est-ce qu'ils nous aiment? Probablement pas. Mais ils veulent juste vivre, pas mourir.
Malgré les différents incidents sécuritaires qui prennent place sous leurs yeux depuis quelques jours, les habitants des villages frontaliers de la bande de Gaza, et ceux de Nahal Oz en particulier, ne semblent pas inquiets plus que cela, et la vie suit son cours. Il faut dire aussi qu'ils en ont vu d'autres ces dernières années. Voilà donc pour ce qui se passe à Gaza. Alors on va essayer de reprendre cette discussion. On a bien compris que le sujet Al-Aqsa était éminemment sensible, mais je voudrais quand même qu'on essaie de comprendre si aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, donc c'est cette vague d'attentats, a d'autres explications, d'autres racines. Est-ce que le problème politique, par exemple, entre Israéliens et Palestiniens, est une des causes de cette vague d'attentats peut-être pas coordonnée? Eddie Cohen, est-ce qu'il y a d'autres choses? Tout d'abord, je veux dire une chose concernant les livres scolaires. Moi, personnellement, j'ai vu un livre de géographie des enfants de 9e et 10e et 11e. J'ai vu la carte du monde. J'ai pas vu Israël. Vous voyez juste la Palestine. Il a raison, le monsieur. Il a totalement raison. Ce monsieur-là, il est endoctriné depuis son enfance. Il est endoctriné depuis son enfance. Ça se passe dans les territoires palestiniens, pas en Israël. Mais l'arabe israélien, c'est quelque chose que nous, les Juifs, on a inventé. Il n'y a pas un arabe israélien. Il y a des Palestiniens qui sont à la Cisjordanie. Il y a des Palestiniens qui sont dans l'État d'Israël. Ces terroristes-là, ils voient... Non, je parle maintenant des terroristes. Moi, je parle des terroristes qui font les attentats. Suite à votre question. Ces terroristes-là, ils veulent tuer les Juifs. Ils croient, s'ils tuent un Juif, nous, les Israéliens, les Français, ils ne peuvent pas vivre ça. Mais eux, ils croient, s'ils tuent un Juif, ils vont rencontrer 72 vierges après la mort. Ils croient vraiment ça. J'ai lu ça, j'ai parlé avec des gens, des Arabes, des Palestiniens. Ils croient que si on tue un Juif, on rencontre 72 vierges. Mais nous, on peut pas capter ça. J'ai une nouvelle pour vous, alors que vous dites que vous savez tout sur moi, que je suis endoctriné. Alors je peux vous dire que ma mère, elle est juive. Et moi, je ne compte pas sur ces 70 trucs que vous en avez parlé. Mais moi, je veux vous dire... Vous non, mais les autres, oui. Non, arrêtez maintenant. Mais moi, les autres, non, oui. mais oui. Moi, je veux dire, la vraie raison pourquoi est-ce qu'il y a tout ça, vous avez posé la question, vous avez mis le doigt sur ce qui est les nerfs. En fait, la question politique que Israël est en train de mener, qui a aucun espoir nulle part pour ces Palestiniens qu'ils puissent mettre fin à ce colonialisme, qu'ils puissent vivre dans un État à eux d'une manière indépendante. C'est ça ce qui amène à tout ça. Donc c'est pas Al-Aqsa. Non, laissez-moi. Permettez-moi de terminer pour ayez la courtoisie d'entendre et de ne pas m'occuper. Parce que quand on est en train de simplifier les choses, on ne donne pas l'occasion à nos téléspectateurs de comprendre en fait de quoi est-ce qu'on est en train de parler quand on parle de ces misérables Palestiniens. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas assez de médias pour en fait mettre leur cause et dire en fait ce qui est en train de se passer avec eux tous les jours. Je ne dis pas que ce sont des anges, mais je dis qu'il y a une situation et qu'il y a tout un peuple palestinien qui est en train de souffrir et ils ne sont pas tous des terroristes. Et ceux qui résistent, ils n'ont pas d'autres moyens pour résister, pour justement aboutir à la paix. Il n'y a personne qui veut mourir, il n'y a personne qui veut se suicider. Okay? Alors commençons par ça. Quand on sait qu'il y a des actes et de représailles de deux côtés, des actes violents dans lesquels il y a de deux côtés de perte de mort, et moi je regrette chaque perte de mort, peu importe de quel côté elle est, que ce soit un juif, que ce soit un palestinien, que ce soit un bébé ou que ce soit un homme âgé, peu importe, pour moi ce sont des êtres humains et il faut arrêter tout ça. Et au nom de n'importe quelle politique, il faut continuer comme ça. Mais ce qui est en train d'aggraver ça et mettre les escalades, ce n'est pas le côté palestinien, parce que le côté palestinien c'est le côté faible qui est incapable de stopper des mesures de plus en plus du côté israélien qui le cercle, qui le met dans le coin, qui l'étouffe et qui lui demande, après l'avoir étouffé, de se tenir bien, de se bien balancer. Israéliens dans le même sac et là, je vais discuter, je vais parler de deux côtés. Je vais parler des Arabes qui vivent à l'intérieur d'Israël et je vais parler des Palestiniens arabes qui vivent dans les territoires occupés. Quand on parle de la famille Dawabsheh, par exemple, alors là, on est en train de parler...
Douma. Le drame de Douma, on est en train de parler des gens qui sont... Douma. Non mais écoutez, c'est pas encore une fois... Il y aura plusieurs étapes, seulement écoutez. Alors attendez, on n'a plus beaucoup de temps, il va falloir aller vite parce qu'il faut que chacun puisse parler encore. Le ministre de la Défense israélienne se vante dans la presse israélienne en disant de connaître l'identité des meurtriers, mais il ne fait rien pour les arrêter. Alors, je reprends le jeune mineur Mohamed Abourder de Jérusalem-Est. C'est pas les territoires occupés, ok? Et là encore, on est en train de kidnapper et massacrer un jeune homme. Là, les coupables ont été arrêtés. Hein. Pardon? Les coupables ont été arrêtés. Là, ils ont été arrêtés. La destruction des maisons, qui est une nouvelle application d'une loi obsolète par le ministre Bennett. Des colons juifs qui brûlent, qui volent, qui confisquent de biens, des territoires et de l'immobilier palestinien sans qu'il y ait personne qui le demande quoi que ce soit, sans qu'il soit amené en justice. Moins de 2 minutes. Que les soldats israéliens mettent la terreur dans des centaines de Palestiniens qui sont arrêtés la nuit et qui ne sont amenés devant aucun juge. Il faut que chacun puisse parler encore. Amir Badran, Yochanan Manor, là-dessus. Et des années d'arrestation administrative. Qui est la torture continue. Je dois laisser la parole à que les prisonniers relâchés sont encore dans des accords avec l'État israélien soient réincarcérés. Là, il reste 1 minute. Il faut que Yochanan Manor puisse. Alors là, il y a encore toute une liste pour vous dire pourquoi il y a tous ces problèmes-là quand il existe. Je monsieur parler parce qu'il montre quelle est sa méthode. Voilà. Nous avons ici. Alors laissez-moi vous continuer si vous voulez. Mais c'est ce que j'ai fait. Alors laissez-moi. Croyez-moi, j'aurais pu intervenir. Je voudrais bien continuer si vous pu intervenir, mais vous avez la contre. Que les prisonniers qui font la grève de la faim. Je voulais montrer quelle est votre méthode. Que les prisonniers qui font la grève de la faim n'ont plus le droit de la faire et qu'il faut mettre des lois contre eux. Non pas parce qu'on craint qu'il va mourir, parce qu'en fait on veut leur enlever le seul moyen de résister. Que tous les 2 ans une politique de destruction de Gaza soit mise en place. Merci Amir Badran. Et là encore, c'est pas fini. Bon, on reprendra ça. Ça ne vous arrivera pas à grand chose. Votre méthode n'arrivera à aboutir à rien. Il y a une manière de procéder. Vous avez du mal à entendre les évidences en face. Pas du tout. Croyez-moi. On arrête là. C'est au contraire très simple. Il y a une méthode. C'est de parler sérieusement. Vous ne parlez pas sérieusement. Vous n'avez aucun grief sérieux. Merci. Vous inventez des choses. C'est votre méthode. Merci Yochanan Manor. Bien sûr, c'est moi qui ai Merci Eddie Cohen. Merci Amir Badran. Nouveau journal dans un instant. Retour du grand direct, donc, et la Turquie ce soir, une situation qui évidemment pose question après l'un des attentats les plus meurtriers dans l'histoire du pays. 95 morts selon un bilan donné tout à l'heure par les autorités, après donc cet attentat qui s'est produit à Ankara lors d'une manifestation au sein de laquelle 2 kamikazes se sont fait exploser. Toujours pas de revendication, mais plusieurs pistes avancées, dont celle de l'État islamique qui semble privilégié par les enquêteurs turcs, mais pas par l'opposition. Julia Ganancia. Ils sont des milliers à être descendus dans les rues pour rendre hommage aux victimes du double attentat d'Ankara. L'ambiance est encore tendue et les effectifs policiers sont imposants. Erdogan meurtrier, l'État rendra des comptes, scandent les manifestants. Dans leur ligne de mire, le gouvernement d'Erdogan qu'ils accusent d'inaction face à la menace terroriste. Au final, nous savons très bien à quel État nous avons affaire et qui sont les vrais meurtriers. Nous sommes ici aujourd'hui pour rendre hommage aux victimes et pour crier que nous demanderons des comptes pour le massacre de nos amis. L'attentat visait samedi des personnes proches de la cause kurde. En l'absence de revendications, il suscite de nombreuses questions et alimente toutes les rumeurs. Si le gouvernement a mis en cause le PKK ou l'organisation État islamique, certains experts évoquent aussi l'hypothèse de cellules clandestines cachées dans les rouages de l'appareil d'État. Ce dimanche, lorsque le chef de file du principal parti pro-kurde du pays monte sur l'estrade, il s'attaque directement au président turc. Nous n'allons pas agir par esprit de vengeance ou de haine. Nous ne voulons pas ajouter de la violence à la violence, mais nous allons demander des comptes. Le 1er novembre sera la première étape. Ce sera le début de la fin du gouvernement. C'est une bonne période pour renverser un dictateur et nous commencerons à œuvrer dans ce sens. Très discret depuis l'attentat, Erdogan s'est contenté de dénoncer l'attaque et a promis de retrouver ses auteurs. Le 20 juillet dernier, une attaque très proche dans la forme de celle d'Ankara, attribuée à l'État islamique, avait tué 34 militants de la cause kurde à Sourouk. Le PKK avait alors repris ses attaques contre la police et l'armée, entraînant les représailles militaires de la Turquie.
Depuis, les tensions sont très vives. Alors avec nous pour évoquer donc les pistes envisagées après cet attentat, Raphaël Jérusalemi, bonsoir. Vous êtes ancien officier dans le renseignement militaire de l'armée israélienne. Alors c'est vrai qu'il y a deux position, on va dire, la police turque qui dit s'intéresser de près à l'État islamique, et puis en même temps, d'autres qui n'y croient pas, qui disent que c'est plutôt le gouvernement, en tout cas des branches secrètes, qui pourraient être derrière tout cela. Oui, alors, ce qui est certain, c'est que l'État islamique n'a pas revendiqué l'attentat, alors qu'il aurait dû s'en glorifier, vu son ampleur, frapper en pleine capitale turque avec un résultat pareil. Je pense que l'État islamique n'aurait pas résisté de revendiquer immédiatement si c'était eux. Alors nous sommes en période électorale et la Turquie c'est un petit peu comme le Mexique, hein, ça chauffe quand c'est les élections, tout est permis, tous les coups sont permis et on peut effectivement tout à fait envisager un parti d'extrême droite nationaliste turc. Pourquoi ? Parce que Erdogan, s'il y a un attentat de cette sorte qui soit mis sur le dos des Kurdes ou des islamistes, pour lui, il va jouer la carte de la sécurité. Erdogan est devenu extrêmement impopulaire à l'intérieur en Turquie. Il joue la carte d'abord internationale, son combat contre ISIS, sa collaboration avec les Américains, ses essais de rejoindre l'Union européenne. Donc, il joue sur la carte internationale. Plus, là, il peut jouer sur la peur, tout simplement, des citoyens turcs, en disant que lui va assurer la sécurité. Mais d'un autre côté, ça peut être à double tranchant, parce qu'il s'agit là d'un échec énorme des services de sécurité turcs. On parle d'un attentat d'une ampleur jamais vue en Turquie. On parle donc d'une organisation, d'une planification à long terme avec une filière assez importante derrière. C'est pas les gosses avec les couteaux qu'on a aujourd'hui malheureusement en Israël. C'est vraiment un gros truc. Et donc là, ça peut se retourner contre lui et il peut être effectivement accusé justement d'inefficacité, de ne pas avoir fait son boulot sur le plan de la sécurité. Donc les deux se balancent. La piste État islamique, vous avez dit, elle n'a pas été revendiquée. Déjà, ça semble peu crédible. Puis aussi, on est quand même à Ankara, on est très loin de la frontière quand même avec la Syrie. Il y a peu de chances quand même que l'État islamique puisse monter un tel attentat aussi loin de ses bases. Il y a peu de chances. Ankara, c'est la capitale. C'est une capitale, c'est un petit peu le Washington de la Turquie, donc une capitale administrative avec énormément de police, énormément de forces de sécurité, surtout justement au centre-ville, une vigilance qui aurait été trompée de cette manière. Tout est possible, il n'y a jamais 100% de sécurité, mais ça paraît un peu gros. Et je pense que l'indice, c'est quand même... parce que vu que personne n'a revendiqué, qu'est-ce qui empêche l'État islamique ou n'importe qui de revendiquer maintenant ? Donc là, il y a vraiment quelque chose de louche, on peut dire. Il a fallu, à mon avis, pour arriver... On parle en fait de deux... points différents dans Ankara, il a fallu, à mon avis, au moins une vingtaine de personnes qui manœuvrent directement sur le terrain. Je ne parle pas de tous les aides derrière, de toute l'infrastructure derrière, mais une vingtaine de personnes sur le terrain pour repérer l'endroit, installer les explosifs, les faire sauter au bon moment, etc., etc. C'est un minimum de 20 personnes. Plus tout autour une centaine de personnes pour avoir obtenu ces explosifs. On parle quand même d'une concentration énorme de matériel. Voilà, donc que personne n'ait rien vu et que ça soit arrivé comme ça, des questions sont évidemment à se poser. Alors, je voudrais qu'on évoque maintenant un sujet qui justement rejoint l'État islamique. C'est cette annonce aujourd'hui par l'armée irakienne qu'elle avait réussi à frapper un convoi dans lequel se trouvait le chef de l'État islamique. Cela se passe en Irak, où visiblement devait avoir lieu une réunion au sommet de l'organisation terroriste État islamique. Mais problème, c'est que cela a été démenti par les services de secours sur place qui apparemment n'ont pas vu de traces de Abou Bakr al-Baghdadi parmi les blessés. Donc le chef de l'EI aurait encore une fois échappé à une frappe, cette fois donc de l'aviation irakienne. D'abord, quand on dit aviation irakienne, Raphaël Jérusalemi, c'est sans doute aussi les Américains qui ont aidé à préparer cette opération ? Bien sûr, mais quelques questions là aussi, comme dans le cas turc. Je trouve un peu étonnant, d'une part, qu'il y aurait une réunion au sommet, au moment où la Russie frappe. On parle d'une réunion en plus qui a lieu tout près de la frontière syrienne. Donc, et on sait que les Russes n'ont aucun problème pour déborder vers l'Irak ou la Turquie avec leurs avions. Donc,
que déjà tous se réunissent et on parle des plus importants. En fait, on parle des 5 dirigeants les plus importants d'ISIS au niveau militaire. Qui se réunissent en un même lieu, c'est déjà en général pas conseillé, ils le savent. Ils se réunissent pas. En plus, que El-Baghdadi arrive en convoi avec des petits fanions sur la voiture, je m'étonne aussi. Je pense que l'arrivée, si déjà il y a une réunion d'urgence qui est peut-être nécessaire, ils ont peut-être dû se réunir. Ça se passe discrètement, et si déjà il y a un convoi, ça sera pour faire diversion. Et à El-Baghdadi, il a meilleur temps d'arriver à bicyclette. Voilà. Donc voilà. Secondo, Omar qui se déplaçait à moto en Afghanistan, bien sûr, ou Daif, Mohamed Daif à Gaza. Et en plus, d'où vient l'information ? D'où sait-on que ces gens se réunissent et comment ils arrivent à leur rendez-vous? Alors, il y a la possibilité par satellite, il y a la possibilité d'un infiltrateur. On parle de la femme de El-Baghdadi qui a été déjà arrêtée plusieurs fois, qui saurait des choses, la femme légitime, parce qu'il y en a plusieurs, évidemment. Vous avez toutes ces possibilités. Une fuite aussi est possible, car parmi les 5 qui sont supposés se réunir, il y a au moins 2 qui essayent, en fait, de remplacer El-Baghdadi, d'être le cheikh à la place du cheikh. C'est Al-Ambari et Al-Afri qui sont juste en dessous d'El-Baghdadi, qui eux rêvent tout simplement de virer El-Baghdadi. Il pourrait y avoir des règlements. Donc ça m'étonnerait beaucoup qu'ils se rencontrent si facilement. Tout ça est à mettre en doute. Ensuite, il faut bien comprendre qu'à chaque fois qu'El-Baghdadi a été soi-disant tué ou blessé, il a bien attendu un bon temps, au moins 2 semaines, avant de se manifester. Parce que maintenant, ça l'arrange. Il est mort, il est pas mort, personne ne sait où il est, personne ne sait plus rien. Donc lui, il va en profiter. S'il a survécu, il va bien prendre son temps avant de nous donner une preuve. Ce sont des preuves, on le sait, audio. Il n'apparaît plus en public, on n'a plus d'image de lui depuis un certain temps. On ne sait même plus s'il a encore sa grande barbe d'imam. Donc il va prendre son temps là. Et le reste, c'est aux Irakiens et aux Américains, au sol, vérification au sol. On l'a vu à toutes les fois qu'il y a eu des frappes par drone ou par armée de l'air. Ce n'est que quand on est au sol, avec ADN, si on trouve les dentiers, les dents, enfin, tout ce qui est vérification au sol, vraiment comme la PJ le ferait sur une scène de crime. Donc, tout ça, pour l'instant, je ne suis pas très optimiste sur le fait qu'on soit débarrassé d'El-Baghdadi. Je terminerai juste en précisant que même si Al-Baghdadi a été tué, je dirais en anglais « so what ?» Et alors, comme je l'ai dit, Al-Afri, Al-Ambari, il y a aussi Al-Nasser, des types... Al-Baghdadi, en fait, lui, il était extrêmement religieux. C'est une vraie image religieuse, figure religieuse. Tous les gars en dessous, ce sont tous des mercenaires, des gangsters, encore plus sans foi ni loi que lui. Lui, c'est un fanatique religieux. Les autres sont même pas des vrais croyants. Ce sont vraiment des vrais mercenaires, des pilleurs. Ça pourrait être que pire. Eh ben voilà, merci Raphaël Jérusalemi pour cette analyse. On va maintenant se rendre en direct à Gan Shmuel, dans le nord d'Israël, théâtre de la dernière attaque en date. C'était tout à l'heure, on vous en a parlé. On rejoint tout de suite Léa Volbert qui est arrivée sur place. Léa, bonsoir. Racontez-nous donc les éléments dont vous disposez. Que s'est-il passé exactement ? Eh bien, comme vous l'avez dit, Jean-Charles, je me trouve précisément là où a eu lieu cette attaque au couteau, la seule de la journée, survenue en début de soirée dans le kibboutz de Gan Shmuel, proche de la ville de Hedera, proche de la ville de Netanya également. Ce qu'on sait pour l'instant de l'assaillant, c'est que c'est un jeune arabe israélien âgé de 20 ans, originaire de la ville d'Oum el-Fahem, aux alentours de 19h. Donc, il était dans son véhicule sur cette autoroute 65. Il a violemment percuté une jeune soldate de 19 ans qui se trouvait juste ici, proche de l'arrêt de bus que vous voyez juste derrière moi. D'ailleurs, le véhicule de l'assaillant est également derrière moi, vous le voyez peut-être. Il a donc percuté cette jeune soldate de 19 ans. Il s'est ensuite extirpé du véhicule. Il a poignardé 3 personnes, un homme de 45 ans et 2 adolescents de 20 ans et 14 ans. Les 3 personnes poignardées sont légèrement blessées. Ils ont pu se rendre par eux-mêmes dans l'hôpital le plus proche, celui de Hedera. En revanche,
revanche, la jeune soldate de 19 ans, elle, est grièvement blessée. Elle a été transportée par ambulance dans l'hôpital de Hadera. Quant à l'assaillant, eh bien, il n'a pas été abattu par la police comme tous les autres terroristes qui ces derniers jours ont commis des attaques à l'arme blanche. Il a été arrêté au moment où je vous parle. Il est donc questionné par la police. L'enquête est en cours. Tout le secteur est bouclé car selon l'un des éléments qui attire l'attention de la police, eh bien, c'est que cette jeune soldate qui a été transportée à l'hôpital ne portait pas d'arme sur elle. Or, bien entendu, une soldate est censée porter une arme. Il serait donc éventuellement question d'un complice qui se serait emparé de l'arme de la soldate et qui aurait pris la fuite. C'est pourquoi tout le territoire est bouclé et l'enquête suit donc son cours. Merci Léa Volbert. Premiers éléments donc après cette attaque qui a fait 4 blessés en direct de Gan Shmuel. On vous retrouvera un petit peu plus tard. On va maintenant évoquer un débat qui fait rage aux États-Unis, surtout après les dernières tueries à armes à feu survenues ces derniers jours encore. Comment réglementer cette législation? Reportage et enquête à New York de notre correspondant Daniel Ziri. C'est devenu la routine aux États-Unis. L'Oregon la semaine dernière et maintenant l'Arizona. Tous les quelques mois, les Américains font le deuil de victimes de massacres à l'arme à feu dans des lieux publics. Et à chaque fois, le débat sur ces armes est relancé. Après que 9 personnes ont été tuées sur un campus universitaire à Rosebud dans l'Oregon, le président Barack Obama, visiblement exaspéré, a donné un autre discours sur le sujet, le 15e, depuis le début de sa présidence. Ça ne peut pas être aussi facile pour quelqu'un qui cherche à faire du mal aux autres de s'approprier une arme. Mais bannir les armes à feu aux États-Unis n'est pas facile non plus. Le 2e amendement de la Constitution américaine qui garantit le droit d'emporter est l'un des sujets les plus politisés du pays. Léa Gunn-Barrett dirige l'organisation des New-Yorkais contre la violence armée. Celle-ci plaide pour des lois plus strictes sur le port d'armes depuis 1993. Un sujet très personnel pour Léa. Le 3 mars 1997, mon grand frère Greg a été tué par balle sur son lieu de travail dans l'Oklahoma. Il avait 40 ans. C'était un père et un mari. Il a un fils de 13 ans et une fille de 15 ans. Moi, je vivais à Londres à l'époque. Londres n'a pas de problème d'armes à feu. Je suis rentrée 2 ans plus tard. J'ai rejoint ce mouvement sans jamais regarder en arrière. Comme le frère de Léa, entre 2001 et 2013, près de 400 000 personnes aux États-Unis ont été tuées par balle. Et depuis 2011, selon les chiffres du FBI, les massacres à l'arme à feu sont devenus 3 fois plus fréquents et ont lieu en moyenne 1 fois tous les 64 jours. Les gens me demandent ce que veut dire le contrôle des armes à feu. Cela veut dire mettre en place des lois pour qu'elles ne tombent pas dans les mauvaises mains. Il ne faut pas oublier qu'elles sont faites pour tuer et quand elles sont entre de mauvaises mains, elles tuent. C'est le problème que l'on a dans ce pays. Près de 120 000 Américains meurent ou sont blessés par des fusils. C'est une affaire de santé publique qu'il faut régler. Au beau milieu d'une course à la présidentielle, le sujet est sur le devant de la scène. Certains candidats républicains ont pointé du doigt les problèmes psychologiques des tireurs et ont même suggéré que pour combattre les armes, il faut être soi-même armé. Le fait est que quelqu'un qui souffre d'une maladie mentale est bien plus susceptible d'être la victime que l'agresseur. C'est un problème politique parce que c'est un problème d'argent. Les politiciens ne veulent pas agir contre parce que des organisations comme la NRA leur versent de l'argent. Même si comparé à d'autres États, celui de New York a des lois plus strictes, les New-Yorkais contre la violence armée ne veulent pas s'arrêter là. Au niveau fédéral, les lois sur le port d'armes ne sont pas synchronisées et sans contrôle entre les frontières des 50 États, beaucoup craignent que le danger continue de circuler librement. Reportage donc Daniel Ziri à New York. Dans un instant, nouveau point sur l'actualité avec Daniel Athlon. On revient évidemment sur les événements en Israël avec tous nos envoyés spéciaux mobilisés et puis bien sûr le reste de l'actualité. Bonne soirée, à demain.